Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du mercredi 4 juillet 2018. Aujourd'hui, journée de transition étant donné que c'est férié aux États-Unis, c'est l'Independence Day, donc très peu de volume attendu cette deuxième partie de la journée, étant donné que les États-Unis sont fermés aujourd'hui, donc pas d'acteurs à Wall Street qui seront présents, donc ce sera que sur la séance européenne que nous pourrons compter en amont des minutes de la Fed qui ont été reportées du coup jeudi soir, et l'UNFP, comme vous le savez, c'est comme eh bien les premiers vendredis de chaque mois, et donc ça sera ce vendredi. Voilà, donc fin de semaine assez chargée. Euh, et aujourd'hui, ça va vraiment être une journée de calme, de transition. On va avoir un peu ce qu'on a connu, je pense, hier, c'est-à-dire les devises Como, qui sont la UD, le NZD et le CAD qui vont progresser. On a WTI hier qui a tapé un plus haut de 3,50. D'ailleurs, j'ai un spread à vous montrer dans un petit instant. Voilà, donc sans plus attendre, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque. Alors bonjour Volagdar, bonjour François, j'espère que vous allez bien. Thierry, bonjour mon ami Thierry. Loïc, Edgy, Jean-Charles, Ramsey, voilà, bien le bonjour à vous. Jean-Charles qui me dit que que le son en tout cas fonctionne. L'image ça devrait être bon également normalement. Euh, Thierry, alors aujourd'hui, vaut-il mieux privilégier le Forex pour du day trading comme les US sont fermés? Alors, c'est clair qu'au niveau des indices, on va connaître des volumes un peu plus faibles en Europe, je dirais à peu près 25% plus faibles. Donc en Europe, c'est pas ça qui va non plus pénaliser les tendances, mais c'est vrai que ça va rester plutôt calme. Ça va rester plutôt calme et surtout à Wall Street. Par contre, au niveau du Forex, c'est pareil, il faut bien comprendre que c'est des séances, et des tranches horaires. Donc si vous tradez l'euro dollar à 18 heures, ça risque d'être du range trading. Voilà. Donc vraiment la volatilité, si je puis dire, elle va être pendant la séance européenne, c'est-à-dire de ce matin jusqu'à environ 16 à 17 heures. Voilà. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, au niveau du briefing d'actualité, on a le gouverneur de la BPOC qui a déclaré que la Banque centrale surveillait de près les fluctuations du marché des changes et cherchait à maintenir le yuan à un niveau raisonnable et stable, étant donné que vous savez le yuan s'est déprécié de 4% en 15 jours, en 15%, je ne sais pas pourquoi j'ai mis en 15%, donc le yuan qui a perdu 4% de sa valeur en 15 jours, euh, compte tenu des tensions, alors le yuan onshore, hein, euh, pas celui de la banque, donc pardon, oui, dans ce contexte de guerre commerciale, c'est le marché qui s'inquiète tout simplement d'un cut, voilà, de mesures accommodantes de la part de la BPOC. La Chine qui fait également donc pression sur l'Union européenne pour qu'elle publie une déclaration conjointe contre la politique commerciale de Donald Trump lors d'un sommet qui aura lieu à la fin du mois. Voilà, donc les officiels européens n'ont pas encore vraiment été ne sont pas prononcés pour cette solution, étant donné que l'Europe serait en discussion très avancée avec les États-Unis pour taxer non seulement les voitures américaines, mais mais toutes les voitures du monde avec le Japon et la Corée du Sud, pardon. Donc l'UE a priori mettrait en place des douanes non seulement pas spécifiques aux États-Unis, mais également contre le Japon et la Corée du Sud. Donc voilà. Discussion également avancée pour un accord commercial avec l'administration de Trump. Alors rien n'est fait encore, mais donc c'est pour ça à mon avis que l'Europe ne souhaite pas encore de publication conjointe. D'un point de vue macro, on a la croissance du secteur manufacturier canadien qui a accéléré à son rythme le plus élevé en plus de 7 ans au mois de juin. Donc bonne statistique canadienne, hausse du pétrole, donc forcément c'est haussier pour le dollar canadien qui rebondit depuis maintenant une semaine à peu près. Et sinon, toujours d'un point de vue macro, on a une nouvelle commande de marchandises fabriquées aux États-Unis qui ont augmenté de façon inattendue au mois de mai.
ce qui indique un renforcement du secteur manufacturier américain. Toutefois, il y a les dépenses d'entreprises en équipement qui semblent avoir encore ralenti, donc baisse de l'investissement et donc probablement baisse d'investissement, ça veut peut-être dire baisse des profits. Donc voilà, c'est un signal mitigé, mais en tout cas, on a une hausse des nouvelles commandes, donc renforcement du secteur manufacturier, et si on a une hausse des nouvelles commandes, on a hausse de la consommation, ce qui veut potentiellement dire accélération de l'inflation. Alors, j'ai déjà quelques questions. Pour avoir une idée de la volatilité, il y a le VIX qui représente le S&P 500. Et existe-t-il l'équivalent pour le CAC, le DAX ou le Stock 50? Si oui, quels en sont les noms? Où pourrait-on les trouver? Alors, pour l'Eurostoxx, pour le CAC, non. Pour le DAX, oui, il y a le VDAX. Il y a le VDAX qui existe. Maintenant, pour avoir une idée de la volatilité, vous mettez un ATR. C'est pas un VIX, mais voilà, vous aurez un indice de la volatilité. Alors bonjour à vous Franck, bonjour Gaëtan qui me dit, alors bonjour Gaëtan déjà, j'ai une question un peu hors sujet, savez-vous si un broker a le droit de suspendre les transactions sur un actif, une action cotée sur le NYSE? Ça m'est arrivé hier, il m'a été impossible de sortir une position largement gagnante car le broker a bloqué les transactions, or l'action était traitée car des transactions étaient affichées sur le time on sales. Alors déjà à mon avis, bon moi je ne suis pas expert en voilà fonctionnement des brokers, hein, voilà, il y a des gens beaucoup plus euh, connaisseurs que moi, mais à mon avis déjà, c'est pas un... déjà, faut savoir que les actions qui sont proposées chez un broker, chez la plupart des brokers, c'est des dérivés. Quand c'est une action sous format de CFD, c'est un dérivé. Donc le dérivé, ça appartient au broker. Ça appartient pas au NYSE, ça appartient pas à la Bourse de Paris, voilà, c'est c'est une action comptant. Alors si c'est une action comptant, là c'est autre chose. Euh, alors je ne sais pas si le courtier a le droit de suspendre les transactions. Honnêtement, renseignez-vous de votre côté. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Voilà, j'ai vraiment pas envie de vous dire de bêtises, donc je ne préfère rien dire. Peut-être essayer d'appeler un des conseillers du courtier chez lequel vous tradez. Voilà, honnêtement, regardez sur internet, mais voilà, si j'étais vous, je contacterais le service client de votre courtier. Euh, voilà, pour avoir vraiment des informations. Mais là, puisque c'est une action comptant, dans ce cas-là, normalement, c'est que un intermédiaire. Est-ce qu'il a le droit de suspendre les transactions? euh, Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des clauses. Euh, Peut-être qu'il y a des clauses. Honnêtement, je ne saurais trop vous dire avec certitude. Ça doit dépendre du broker, de plein de choses. Donc, voilà, je préfère ne pas vous donner euh, mon, comment dire, ma parole parce que voilà, ça peut varier selon les facteurs et selon le courtier. Donc voilà. Donc bonjour à vous Aurélien, déjà contacté, mais il essaie de me rouler dans la farine. J'ai demandé des détails, mais merci pour votre réponse. Alors, j'ai pas envie de vous demander le nom du courtier, voilà, parce que on va pas en parler non plus pendant le webinaire, mais euh, s'il n'y a pas vraiment de réponse concrète, la meilleure des choses à faire, c'est d'aller voir de contacter le régulateur. Si ce courtier est régulé en France, contactez le régulateur français qui est l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Euh, voilà. Essayez dans un premier temps de contacter votre broker par mail, par téléphone. Voilà, essayez différents supports. Mais s'ils répondent pas au bout d'un certain temps, je vous conseille d'appeler le régulateur en question. Mais normalement, si s'il est régulé en France, il ne devrait pas avoir ce type de problème. Alors, mais c'est pourtant un courtier très renommé aux USA. Alors si c'est pas des dérivés, je ne vois pas du tout c'est qui. Bon, tant pis. Écoutez, de toute façon, si vous voulez euh, en parler, vous connaissez mon adresse mail, valentin.offrant@dj.com. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible, mais bon. Voilà, donc je suis désolé que ça vous arrive, mon cher Gaëtan. Alors,
Suite à cette actualité, on a eu une baisse à Wall Street, le Nasdaq a perdu 1,7%, on a eu un gros titre dans le Wall Street Journal, il me semble, qui disait que le FBI commence à enquêter sur eh bien, vous savez, le scandale de Facebook, le trimestre enfin au mois d'avril, scandale sur les vols de données. Donc Facebook qui commencerait le FBI qui commencerait à enquêter sur ce scandale. Donc voilà, l'action a perdu 2% de Facebook, ce qui a entraîné bien évidemment le marché technologique. Le Dixie en baisse, on a un rebond de l'euro grâce eh bien à la coalition, enfin à la stabilisation de la politique, de la situation politique en Allemagne. Le rendement du T-Note qui prend 2%, donc vente du marché obligataire américain. Le yen qui est à équilibre ce matin, le gold qui progresse, forcément on a une détente du dollar, ce qui permet au gold de progresser, le Nikkei et le Hang Seng qui sont dans le rouge, donc plutôt de toujours un climat d'aversion pour le risque. Je vous rappelle, la grosse deadline cette semaine, c'est vendredi. Outre le NFP, on a la mise en place des premières taxes américaines envers la Chine sur 34 milliards de produits chinois pour commencer, qui vont s'ajouter 16 dans les prochaines semaines. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un marché qui est sous pression depuis le début de la semaine. Hein. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a Independence Day aux États-Unis, donc c'est un jour férié, pas de Wall Street qui est fermé. Donc au niveau macroéconomique, ce sera très très faible. 10h30, c'est les seuls globalement indices, c'est les restants des indices PMI Market qui seront publiés pour le Royaume-Uni, c'est-à-dire PMI Service, PMI Composite. Je vous rappelle qu'on a eu PMI Manufacturier qui a été publié lundi. Et vous voyez que le PMI Composite est attendu à 54,5, soit dans la lignée de la précédente publication. Pour les US, ils devraient contacter la SEC, qui est l'équivalent de l'AMF pour nous. Exactement, Thierry. Donc l'équivalent de l'AMF aux États-Unis, c'est la SEC. Maintenant, pour contacter la SEC, je ne sais pas comment ça se passe en tant que Français. Voilà donc pour l'actualité, pour le petit topo du marché. Alors, on commence rapidement par ce graphique en chandelier japonais. Qu'est-ce que nous avons? On a le spread entre le Brent et le Brut. En noir, nous avons le cours du Brent. En marron, nous avons le cours du Brut. Et regardez, alors c'est un collègue, de IG qui m'en a parlé et qui me disait que lorsque le spread atteignait 10, on avait une hausse du WTI. Et regardez, spread à 10, spread, vous voyez là, les chandeliers qui atteignent 10, ça c'était en 2015. Et là donc c'était récemment, hein, fin mai, spread à 10, WTI, rallye haussier. Et là le spread qui est retombé. Donc voilà, c'est le graphique que je voulais faire voir pour changer un petit peu, et voilà, donc ça peut être intéressant quelquefois qu'on voyait un écart assez important entre le Brent et le WTI, de regarder ce spread. Voilà, j'avais totalement oublié, mais voilà, c'était juste pour faire voir qu'à 10, mon collègue m'a dit que le brut, le WTI était très intéressant à l'achat lorsqu'on avait un spread de 10 entre le Brent et le WTI. Voilà, donc le brut qui a atteint un plus haut de 3,5 ans. Alors, voilà, c'est en ce moment journalier, plus haut, encore une fois, près de 75 $. C'est la résistance. Hein. Le WTI va très probablement aller tendre vers cette résistance. Voilà, donc haussier pour le brut. Alors, si vous me permettez, je vais juste mettre un code couleur pour le canal de Donchian. Voilà, donc résistance à court terme à 74 $ pour le brut, qui est tout simplement le plus haut d'hier et qui est le plus haut depuis plus de 3 ans.
Pour le Brent, qui a un peu plus de mal, hein, la résistance, elle est à, vous voyez ici, 79,50. 79,50 à peu près. C'est le R2 journalier et c'est également le haut du canal de Donjon. Et c'est sous le seuil psychologique des 80 $. Donc 79,50, grosse résistance pour le Brent. L'or qui profite de la baisse du dollar, la baisse du dollar qui est due à la hausse de l'euro et la hausse de l'euro qui est due à la stabilisation de la situation politique en Allemagne. Donc voilà, concrètement, l'or est drivé à court terme par l'Allemagne, par la situation en Allemagne. L'or, pardon, je reviens. Est-ce qu'on a fait le point bas? Écoutez, j'aimerais y croire. En tout cas, pour en être, pour trader l'or, il faut attendre des signaux techniques. On a un premier signal technique depuis hier, même avant-hier, c'est depuis hier, pardon, c'est la petite divergence haussière entre le momentum et le prix. Donc divergence haussière sur support. Le prix qui rebondit. Maintenant, est-ce que le chandelier d'hier suffit pour rentrer long sur du moyen terme? Ça, c'est à vous de voir. Personnellement, j'aime attendre que le momentum franchisse 50, comme vous le savez, pour passer long, euh, parce que ça me donne un petit peu plus de confiance dans l'environnement, le climat du marché, étant donné que le RSI indique un momentum bullish lorsqu'il est au-dessus de 50 et bearish lorsqu'il y est en dessous. Donc voilà, là on a une oblique, c'est la prochaine résistance majeure que je surveille. Voilà, donc ce rebond, pour le moment, je ne le prends pas pour acquis. C'est pas parce qu'on a ce rebond que c'est un signal haussier. On a actuellement un RSI à 38. Si demain il franchit 50, ce sera non seulement le RSI dans un territoire bullish, mais également le RSI qui sortirait de ce canal baissier. Et tant qu'il sort dans ce canal baissier, on a une tendance baissière. Donc là, on pourrait avoir un rebond. On pourrait avoir un rebond tant que le RSI ne teste pas cette oblique. Et c'est dès lors qu'il testera cette oblique que le prix va, à mon avis, se tendre. Je ne dis pas qu'il va baisser, mais il va être sous pression. Autre signal technique à surveiller pour trader l'or, c'est le DXY. DXY, vous voyez qu'il teste une oblique haussière, une oblique support, et le RSI teste 50. Donc là, dans les prochaines séances, on va avoir vraiment des signaux majeurs. Si on a le prix qui clôture sous son oblique et le RSI sous 50, on aura deux signaux baissiers majeurs. Et ce sera possible de vendre du coup le DXY, donc d'acheter l'euro et d'acheter l'or. Parce que si le DXY baisse, on va avoir une hausse de l'or et une hausse de l'euro. De toute façon, le DXY, vous savez, c'est 56% de l'euro. Donc voilà. Si le DXY baisse, ça veut dire que l'euro monte. Donc si on a les signaux baissiers sur le DXY, alors attention parce qu'aujourd'hui c'est une journée de transition, donc ne prenons pas les signaux d'aujourd'hui vraiment totalement fiables, étant donné qu'on n'a pas les acteurs de Wall Street qui sont compris dans ce chandelier journalier. Mais en tout cas, ce seraient des premiers signaux baissiers sur le dollar. Si on a le prix qui clôture en clair sous ce support à 94 et que le RSI franchisse 50. Alors, Thierry qui nous dit si les US sont fermés, le WTI ne devrait pas coter aujourd'hui normalement, donc on ne devrait pouvoir trader que le Brent qui lui est coté à Londres. Alors alors le Brent, si vous avez envie, le Brent c'est le baril européen, c'est le baril de pétrole de la mer du Nord. Le WTI c'est le pétrole américain. Donc à la base le Brent il est coté à la bourse de Londres et le WTI à la bourse, des États-Unis, enfin des États-Unis de Chicago. Mais ce n'est pas ce n'est pas parce que c'est férié qu'on va avoir les barils de pétrole qui vont arrêter de coter. Étant donné que le pétrole Brent et brut cote tout le temps.
il cote autant, que vous soyez en Asie, que vous, enfin, pendant la séance asiatique, voilà, peu importe, les barils cotent. Donc non, c'est pas parce que c'est férié aux États-Unis qu'on va avoir le WTI qui ne s'échangera pas. Sur TS2 j'ai US Oil, c'est ça le brut, pas de WTI. Alors je suppose, je ne sais pas Hubert, je ne suis pas sur TS2. Je regardais hier les canaux de Donchamp sur mes graphiques et je trouve ça pas mal. Du coup, je cherchais sur le net et je suis tombé sur les stratégies des tortues. Je sais si tu, je ne sais pas si tu connais, mais ça vaudrait peut-être le coup de faire un live éducatif dessus, car c'est assez complet comme système, même s'il date un peu. Alors Thierry, écoutez, si vous avez un lien, n'hésitez pas à me l'envoyer. Stratégie des tortues. Je n'ai pas entendu parler, donc voilà. Si vous avez un lien, n'hésitez pas à m'envoyer. Et, euh, et donc voilà. Où trouver Grave Dixie? Moi, j'ai la plateforme TS2, il n'y a rien dessus. Alors, écoutez, Hubert, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas exactement. Je ne suis pas, voilà, chez FXM, donc je ne saurais pas vous. Enfin, je ne suis pas employé FXM, donc je ne saurais pas vous dire euh, l'équivalent du Dixie. Donc voilà, bref, on a le Dixie ici, qui est haussier, et on a deux signaux qui, en tout cas, pourraient avoir lieu fin de semaine, début de semaine prochaine. En tout cas, je vous rappelle, le dollar est dans le fond soutenu par les tensions commerciales. Et vendredi, il y a une deadline importante qui est la possible taxation des premières importations spécifiques américaines des produits chinois, sur les produits chinois, et ce qui pourrait raviver l'aversion pour le risque et donc soutenir le dollar. Donc attention tout de même à ne pas rentrer trop tôt short sur le Dixie. Je pense que le mieux c'est d'attendre lundi. Lundi on aura une réaction, on aura eu la réaction du marché sur la taxation américaine, on aura eu le NFP, les minutes de la Fed. Là on a quand même en 2 jours, les 2 prochains jours, jeudi, vendredi, on aura énormément de facteurs de volatilité. Mais en tout cas, donc si on a une baisse du dollar, c'est hausse de l'euro. L'euro qui ira chercher les 1,1710 avant les 1,18. Euh, voilà, donc on se met en 1 heure. Le R1, vous voyez encore une fois, 1,1680. On en avait parlé de ce niveau depuis quand même, depuis le début de la semaine, il me semble. 1,1680, c'est la résistance depuis le début de la semaine. Si vous mettez en 5 minutes sur une semaine, alors peut-être plus en 15, ce sera un peu plus clair. En 15 minutes sur une semaine, on voit bien qu'on a une résistance. On a une résistance ici et on a un support qui est à 1,16, qui est le plus bas de la semaine pour le moment. Donc cette zone-là, c'est une zone à vendre ce matin. Will Dixie, il a du mal à progresser, mais est-ce qu'il y a des raisons d'acheter l'euro au-dessus des 1,1680 aujourd'hui, ou est-ce qu'il y en a de vendre, est-ce qu'il y en a pour vendre le dollar? D'un point de vue macro, il n'y a aucun rendez-vous sur la zone euro ou sur les États-Unis majeur. D'un point de vue politique, c'est pareil. Donc l'euro-dollar, aujourd'hui, il y a des fortes chances que ça soit un range. Un range entre le pivot du jour et les 1,1680. Donc, étant donné qu'on n'a pas de volatilité, vous savez que pour que le marché franchisse des niveaux de résistance ou des supports, généralement, il faut la volatilité. Puisqu'on n'en aura pas aujourd'hui, ou enfin, je ne pense pas, à part s'il y a un tweet de Trump ou voilà quelque chose inattendu qui se passe, il n'y a pas de raison que l'1,1680 soit dépassé. Donc 1,1680, ça se short. Et le support à court terme, c'est 1,1650, puis 1,1630. Alors, prendre Ishimoku si tu as le haut de Tenkan super bien matérialisé en résistance en 4 heures euro-dollar, dit Hubert. Alors, 4 heures euro-dollar, on va voir ça. Ishimoku, alors, vous savez que je ne suis pas du tout un expert d'Ishimoku.
Alors avec toutes ces droites, on va mettre que la Tenkan. 4 heures. On va la mettre. Voilà. Tenkan en rose, rose violet. En résistance sur du 4 heures. Alors c'est plutôt en dessous du cours hein, pour le moment. J'ai l'impression. Ah oui, mais pardon, dans le passé. Si vous parlez du passé, c'est vrai que ça a été une bonne résistance. Bon, en tout cas, c'est le pivot du jour, vous voyez. C'est le pivot du jour, donc l'euro va très probablement venir rechercher sa zone de prix qu'il a connue hier à l'ouverture des marchés. Donc les 1,1650, là, ça se short, hein, les 14 pips de scalping sur l'euro dollar. Et vous voyez, en plus, c'est la moyenne mobile à 2. Là, les 1,1680, c'est la moyenne mobile à 200 périodes sur le graphique 4 heures. Vous savez que la moyenne mobile à 200 jours, c'est également la 200 périodes sur le graphique journalier, qui est ensuite recalqué sur le graphique 4 heures, 1 heure, etc. Donc la moyenne mobile à 200 jours est importante, mais globalement la moyenne mobile à 200 périodes est importante, que ce soit sur le journalier, le 4 heures ou le 1 heure, ou peu importe. Donc là, vous voyez, 1,780 c'est le R1 journalier, le plot de la semaine, la moyenne mobile à 200 périodes, bref. Et vous voyez le haut du jour, l'ancien haut du nuage. Donc voilà. Et le pivot du jour, ce sera le support majeur. Il y a une confluence de moyenne mobile, la Tenkan. Donc voilà. Ça semble assez logique, je trouve, que l'euro a cherché les 1,16 1,1650 assez rapidement. Donc là, il y a 14 pips vraiment de baisse qui semble très très intéressant à aller chercher. Voilà, ça vraiment, ça donne envie. Donc voilà, écoutez pour l'euro dollar, sympa avec le petit Shimoku. Merci. Hein. D'ailleurs, si vous avez parfois des signaux sur Shimoku, n'hésitez pas à me le dire. Je le mets pas parce que voilà, je ne prétends pas être un expert et même pas vraiment un, un utilisateur régulier du Ishimoku. Donc voilà, mon niveau d'Ishimoku est assez bas. Mais en tout cas, si vous avez des signaux, n'hésitez pas à l'annoncer et comme ça, on peut regarder ensemble. C'est très intéressant. Alors je ne sais pas si c'est seulement moi, mais beaucoup de coupures audio. Euh, alors, a priori ce n'est pas que vous, je ne sais pas pourquoi, parce que je vois que j'ai une très bonne connexion. Côté à mon avis, je vais pas pouvoir faire grand chose. Tout est ok, son image tout va bien, nickel. Bon, a priori non. Du coup ça vient de vous, mon cher Hubert. Donc, euh, donc voilà. Bon, en tout cas, merci pour ces confirmations, chers auditeurs et auditrices. Donc l'euro dollar, objectif baissier 1,50. Si on a une clôture en dessous des 1,50, il n'y a pas vraiment de raison encore une fois parce que bon certes l'euro dollar est sous résistance, mais encore une fois on n'a pas de facteur de hausse ni de baisse. Donc on devrait avoir un range. Et vous voyez qu'en une heure le range il est on va dire entre 1,1646 et 1,1680. Donc voilà, c'est ce range qu'on devrait connaître en intraday. Le GBP qui devrait être un peu plus volatile, étant donné qu'on a le PMI service et composite qui sera publié à 10h30 heure française. Vous savez quoi, on va remettre Ishimoku avec juste la Tenkan, tant qu'on y est, pour voir si c'est la même chose. Hop, Tenkan. Pivot du jour. Ouais, Tenkan au pivot du jour. Pareil. Je pense que c'est vers cette zone-là qu'il faut viser, surtout si on a des statistiques qui ressortent, qui déçoivent tout simplement le marché, qui sont inférieurs au consensus. Vous voyez qu'en plus on a tapé le R1, tout comme l'euro dollar. Toutefois, la moyenne mobile de 200 périodes est bien au-dessus que sur le cours de l'euro dollar. Donc voilà, résistance sur le GBP USD à 1,3230, niveau de support au pivot journalier qui est à 1,3170. Donc on a une baisse d'environ donc 30 de 50 pips. 50 pips depuis le R1. Donc depuis le prix actuel, ça fait encore 30 pips de baisse. L'euro GBP. L'euro GBP, ça pourrait être la paire la plus, comment dire,
volatile en intraday, étant donné que on n'a pas de paire en dollars. Le dollar, étant donné qu'il est surtout, non, je sais pas surtout parce qu'il est tradé dans toutes les séances dans toutes les sessions de trading, mais beaucoup également aux US. L'euro GBP, les deux devises sont pas forcément les devises les plus tradées par Wall Street. Donc on devrait connaître une volatilité certes affaiblie, mais peut-être un petit peu moins affaiblie que sur l'euro dollar ou sur le GBP USD. L'euro dollar, on peut voir l'euro GBP pardon, sous-performe depuis le début de la semaine, depuis la clôture de vendredi. On a une baisse de l'euro GBP, ce qui veut dire sous-performance, ce qui semble un petit peu normal parce que si on se met en journalier, l'euro GBP, alors là on voit plus rien, donc du coup j'ai enlevé Shimoku. Voilà, l'euro GBP il est inscrit dans un canal baissier depuis l'automne, fin d'été, début d'automne de l'année dernière, ce qui veut dire que la livre dans le fond surperforme, et là techniquement on a eu une touchette de l'euro GBP de la borne haut de son canal, et en haut d'un canal, la probabilité est plutôt de baisse, ce qui veut dire une sous-performance de l'euro à s'attendre lors du prochain mois, tout simplement. Surtout que si on regarde l'euro-dollar, oui, il travaille les 1,15, mais on n'a pas de divergence. On n'a pas de divergence haussière. Les creux sont de plus en plus hauts, que ce soit sur le prix ou le momentum. Alors que le GBP, il y a une divergence. Donc l'excès va très probablement se faire ressentir, étant donné que le prix a du retard sur le momentum. Donc encore une fois, le signal haussier sera donné dès lors que le RSI dépassera 50. Dès lors que le GBP USD aura un RSI qui va franchir 50, ça renforcera la perspective baissière sur l'euro GBP. Et pour l'euro GBP, d'un point de vue signaux trading, ce que j'attends personnellement, c'est que le prix clôture sous sa moyenne mobile à 200 périodes et le RSI sous 50. Encore une fois, les dernières fois où on a eu le toucher du canal, puis le RSI qui franchit 50, ce fut donc le 14 mars. Et vous voyez, on a une belle baisse jusqu'en bas du canal. Donc c'est à peu près la même chose, je pense qu'on pourrait s'attendre quand l'euro GBP franchira, émettra ces deux signaux. Le RSI qui dépassera 50 et le prix sa moyenne mobile à 200 périodes. Au niveau de l'USD Yen, on a toujours une consolidation. Vous voyez, la consolidation elle est assez nette. Elle est entre 111 et on va dire 109,50. Il suffit de se mettre en 4 heures. Mettre un canal de non-chiant. Donc là on est sur 24, on va le mettre par défaut à 20 périodes. Et là vous voyez, zone de résistance. Alors même pas, on peut même abaisser cette zone. Voilà, la zone de résistance, c'est la zone où il faut s'intéresser aux positions vendeuses. Et la zone de support, on a eu un petit excès à ce moment-là, mais vous voyez concrètement, elle se joue entre 109 et 109,50. Voilà, donc on a vraiment un range sur le Z. On a deux devises fortes en ce moment parce qu'elles s'apprécient tous les deux dans ce contexte de tension, d'incertitude. Et donc voilà, l'USD Yen, probablement une baisse à s'attendre jusqu'à 109. On voit qu'on a une divergence baissière. Dans un range, c'est extrêmement intéressant de mettre un stochastique, ou même quand on a un cours comprimé dans un canal. Et vous voyez que voilà, on a eu une divergence baissière, plus le croisement, plus le stochastique qui sort de sa zone d'excès. Donc là, on avait quand même pas mal de signaux du stochastique. C'est un peu tard. Mais techniquement, le prix devrait revenir jusqu'en bas de son range. Donc vers 109, 109,60. Vous voyez que c'est le S3 journalier. Donc vers 109,60, vers 109,50 à peu près.
Voilà. Et ce n'est pas parce que le stochastique est dorénavant dans son zone basse qu'on va avoir automatiquement un rebond. Regardez la dernière fois qu'on avait eu, enfin la dernière fois on avait le rebond parce qu'il était dans une zone d'excès, que ce soit le stochastique et le prix sur en bas de support. Mais par exemple, euh, alors je cherche un bon exemple. Voilà. Ici, vous voyez, non. Voilà, ici. Il rentre dans sa zone. Donc c'est oui, c'était bien la dernière fois. Le stochastique rentre dans sa zone d'excès, dans sa zone de survente. Et pourtant, on avait encore une baisse, vous voyez, jusqu'en bas. Jusqu'en bas du range. Donc c'était pas parce qu'on a le stochastique qui rentre dans sa zone d'excès qu'on va avoir automatiquement un rebond. Faut bien comprendre que les zones d'excès de momentum, faut voir ça comme de l'inertie. Comme quand vous pédalez. Vous pédalez sur votre vélo vraiment vite, vite, vite à fond. Si vous lâchez les pédales, vous continuez à rouler. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Le momentum, c'est pas parce qu'il va s'aplatir, c'est pas parce qu'il est dans sa zone d'excès euh, qu'il va automatiquement rebondir et que le prix va également rebondir. Et à l'inverse, et également, pardon, c'est pas parce que le momentum rebondit qu'on va également voir le cours, le prix rebondir également. C'est pour ça qu'on dit que le momentum, enfin théoriquement, on dit que le momentum guide le prix. Ce n'est pas tout le temps le cas. C'est pour ça qu'on suit toujours la divergence, la direction du RSI ou du stochastique ou de la MACD et non pas la direction du prix lorsqu'il y a une divergence. Bref, USD Yen en swing trading, ça peut shorter jusqu'à 109,55. C'est un petit peu tard, mais on a quand même une marge de progression. L'USD CHF, c'est pareil, on a vraiment un range. C'est également deux devises. Donc, enfin, le dollar, vous le savez, c'est la devise qui s'apprécie dans ce contexte de guerre commerciale, mais le franc dans ce contexte également d'incertitude, tout comme le franc, tout comme le yen, eh bien, s'apprécie également. Il faut savoir que le franc, c'est la deuxième devise la plus haussière au deuxième trimestre, après le dollar et devant le yen. Les trois devises les plus haussières au deuxième trimestre: 1 dollar, 2 le franc, 3 le yen. Donc quand même, le franc a fait une meilleure performance que le yen au deuxième trimestre. Et donc la résistance, c'est la parité, voire même un petit peu en dessous, vous voyez. Et le support, c'est voilà, c'est par ici. Voilà, ça c'est la zone de support qui est aux alentours des 0,9850. Donc c'est celle qu'on indique depuis maintenant quelques jours. Donc 0,9850 support, borne d'achat. Euh, Tant qu'on n'a pas un franchissement, tant qu'on n'a pas de sortie de ce range, la meilleure chose à faire d'un point de vue statistique, c'est de trader le range. Voilà, François qui me dit sell court terme USD Yen jusqu'à 109. Alors moi je dirais plutôt 109,50. 109,50, on voit bien que c'est le bas du range. 109 c'est le haut du range 109,50. 109 c'est quand même le bas. Donc voilà, après c'est à vous de voir, vous pouvez prendre une partie du bénéfice par exemple à 109,50 puis l'autre à 109. C'est possible. L'USD4 sous pression, l'USD4 sous pression et il me semble qu'on a non, on n'a pas encore, vous voyez, le signal baissier sur le dollar US face au dollar canadien, étant donné que le RSI se maintient au-dessus de 50. Donc voilà, à mon avis, ce qui manque simplement, c'est que le Dixie passe sous 94 et que le RSI du Dixie passe sous 50, et là on va avoir l'ensemble des paires majeures, l'ensemble des tendances des paires majeures qui vont s'inverser, c'est-à-dire short Dixie. USD-CAD ira rapidement chercher les 130, l'USD-CHF ira très rapidement aller chercher son plus bas de 20 jours à 0,88. De toute façon, il faudra aller chercher le plus bas des 20 dernières périodes, des 20 derniers jours, pardon. Si on a le Dixie journalier, le RSI du Dixie journalier qui franchit 50. Donc USD Yen, ça sera les 109, USD CHF les 0,98, l'USD CAD les 1,2857. Le NZD USD, bon, ce sera un petit peu plus compliqué parce que c'est une devise quand même pas mal influencée par les incertitudes commerciales, mais du coup on ira chercher peut-être pas la résistance qu'à 0,70, mais au moins les 0,6850. Le GBP USD, on ira aller chercher les 1,35. L'euro dollar, on ira chercher les 1,1850, etc., etc.
Au niveau des indices qui sont légèrement haussiers ce matin. Donc on a un CAC qui a déjà ouvert et clôturé au-dessus de 5003 hier, donc ce qui est une bonne chose. Et aujourd'hui, ouverture qu'un gap baissier, mais on se maintient au-dessus des 5003. Donc 5003, niveau de support intraday. Encore une fois, ce matin, aujourd'hui, on n'a pas de facteur qui viendrait impacter, créer un sentiment d'aversion pour risque. À part si on a quelque chose d'inattendu venant de Trump ou d'autre part, d'un point de vue macro, on n'a aucune statistique européenne, à part britannique. On n'en a aucune de la zone euro. Donc, pour moi, les 5003 se payent en intraday. Pas pour demain, parce que demain on aura le retour des US, mais en intraday, 5003 se paye pour viser le pivot, voire même les 5322 points. Donc on devrait avoir un range d'une vingtaine de points aujourd'hui sur le CAC 40, qui devrait connaître un petit peu moins de volatilité que la normale. Le DAX, on va se mettre en journalier. Alors excusez-moi. Voilà. Donc le DAX, on est au-dessus des 12 300. Néanmoins, on peut voir qu'il y a de l'indécision. RSI micro-divergence qui est encore très loin qui est loin d'être validé. Donc voilà, on va prendre les prix de clôture. Prix de clôture d'hier, les récents prix de clôture pour avoir des niveaux de support de résistance. Et en une heure, donc, voilà, 12 179, ça s'achète. Je pense pas que le S1 ou le R1 vont être dépassés, étant donné qu'on doit avoir moins de volatilité et encore une fois, on n'a pas de facteur qui devrait être source de volatilité, tout simplement. Donc, je pense que le prix, si le cours revient à son S1, ça sera bénéfique. Et s'il revient à R1, enfin, ça sera bénéfique pour se positionner à l'achat, pour une stratégie d'intraday. Et s'il vient à son R1, ce sera intéressant de se positionner à la vente. À noter que on a un pétrole qui est mitigé ce matin, Brent à l'équilibre, le brut qui perd près d'1%. L'euro est en hausse, non, il est à équilibre, pardon. Et enfin, les rendements obligataires qui est en baisse. Donc on a plutôt des catalyseurs qui affectent les marchés actions ce matin. Donc voilà, plutôt je pense que le biais à court terme, il est plutôt baissier et que le S1 va très probablement a plus de chances d'être testé que le R1. Même si bien évidemment je vois qu'on est déjà en dessous du pivot. 12 174 depuis le prix actuel, ça peut être une cible. Hein. Ça peut être une cible, vous voyez, un pull. On peut attendre pourquoi pas un pullback au pivot pour viser le S1. Le dollar est en hausse, mais le Dixie peut-il rester en dessous des 95. Alors le dollar, il est en hausse. Ça dépend face à quelle devise. Hein. C'est un petit peu relatif de dire que le dollar est en hausse. À part si vous vous fiez au Dixie pour dire que le dollar est en hausse. Là en ce moment, le Dixie il est à équilibre, moins 0,05%. Donc voilà, Dixie en intraday, il n'est pas en hausse, il est neutre. Par contre, oui, si on doit faire un bilan sur les 3 derniers mois, le dollar est en hausse face à l'ensemble des devises. Ah, et vous parlez de la USD? Non, pas encore. Je vais y revenir, Raymond. Je vais y revenir. Donc voilà pour ce qui est du DAX ou du CAC. Je pense que le biais baissier euh, court terme va reprendre, étant donné qu'on n'a pas de facteur, encore une fois, qui viendrait justifier une hausse. Et à l'inverse, on a quand même un pétrole neutre, un euro neutre et des rendements obligataires qui sont en baisse. Donc voilà, ça devrait quand même maintenir les indices plutôt vers le bas, tant qu'on n'a pas un changement de ce contexte. Sinon, donc je reviens sur les matières premières. Alors pour l'or, donc belle hausse hier,
objectif aujourd'hui, nous dit Catherine. Alors pas d'objectif aujourd'hui, encore une fois. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour se positionner sur le dollar. L'or, vous savez que c'est une cotation face au dollar et il est corrélé à hauteur de 90% avec le DXY. Donc trader l'or, ça revient un petit peu à trader le DXY, puisque je viens de dire que c'est encore trop tôt pour se positionner sur le dollar. Ça me paraît également trop tôt pour se positionner du coup sur l'or. Néanmoins, techniquement, ce que j'attends, c'est que le RSI journalier sort par le haut de ce canal baissier et dépasse 50. Tant que le RSI est compris dans ce canal, c'est une tendance baissière qui domine. Donc pourquoi pas venir reprendre à très court terme le R1 pardon. Donc on attend un pullback et on repaye pour viser le R1, voire le R2. Mais encore une fois, tant que le RSI journalier est inscrit dans ce canal baissier, le momentum est baissier et le prix également. Et c'est pas parce qu'on a une petite divergence haussière qu'on va automatiquement avoir le rebond. Là, pour moi, on a un rebond, mais le rebond, pour moi, il dure qu'un jour. Le deuxième rebond, là, le deuxième chandelier, c'est celui d'aujourd'hui. Donc, on n'a rien de clôturé encore. On peut très bien, ce soir, avoir un chandelier dans le rouge. Enfin, dans le noir, en l'occurrence, pour ce graphique. Mais donc, voilà, on a eu une belle hausse hier, mais on n'a pas non plus de rebond majeur qui suggérerait de mettre en place des stratégies jusqu'à 1300. Donc voilà. Écoutez, moi je suis neutre sur l'or encore une fois. Ce que j'attends sur le Dixie, parce que c'est un petit peu le résumé de ce point de marché, c'est que le Dixie sorte par le bas de ce canal haussier, clôture sous 94 et que son RSI journalier franchisse 50. Seulement dans ce cas, dans ce scénario-là, dans ce scénario, on pourrait acheter l'euro jusqu'à 1,18, l'or jusqu'à probablement 1300 et le GBP 1,35, etc., etc. Mais sinon, voilà, le dollar reste une devise forte. Et je vous rappelle qu'on a une deadline importante vendredi avec, enfin déjà jeudi soir, minute de la Fed, vendredi après-midi le NFP, et dans la journée, on va avoir les possibles taxes américaines qui seront mises en place contre la Chine. En tout cas, c'est à date prévue. Et pour moi, il semblerait que l'administration américaine ne soit pas prête, n'envisagerait pas d'annuler ces taxes. Donc, on pourrait avoir la nouvelle volatilité. Et dans ce contexte de guerre commerciale, le dollar est une devise refuge. Donc là, il y a eu des rebondis ce matin. Je pense que les devises qu'il faut s'intéresser aujourd'hui, c'est les devises Como, tout comme hier. Si on regarde les devises qui ont plus rebondi hier, c'est les devises commodities, donc NZD, AUD et CAD. Bon là, en l'occurrence, le CAD, il respire un petit peu parce qu'on a une baisse de 1% du WTI. Donc forcément, ça impacte un petit peu le CAD, mais on voit bien que l'AUD et le NZD sont les deux devises les plus haussières, comme ce fut le cas hier. Donc voilà. Pour l'intraday, on peut se mettre en contre-tendance, c'est-à-dire acheter l'AUD USD et acheter le NZD USD. AUD USD jusqu'à 0,74 25 à peu près, donc ce qui fait 25 pips de hausse, et le NZD USD, pareil, on attend un petit pullback pour venir chercher le R1. Mais ça, c'est vraiment que pour l'intraday. C'est vraiment que pour l'intraday parce que jeudi et vendredi, ça devrait à nouveau se tendre pour les devises Como. Plus on a de tensions commerciales, plus les devises commodities sont impactées. Parce que les commodities sont régies par l'offre et la demande. L'offre et la demande qui dépend de la croissance. Enfin, la demande, bien évidemment, dépend de la croissance. Et si on a une guerre commerciale, normalement, on a un ralentissement de la croissance mondiale. Pourquoi? Parce que s'il y a du protectionnisme, les investisseurs sont moins enclins à prendre des risques. Ils sont moins enclins à investir. Imaginez demain, il y a une guerre commerciale qui commence à s'installer entre l'Union européenne et les États-Unis. Qu'est-ce que vous faites en tant que chef d'entreprise? Est-ce que vous investissez dans l'Union européenne? Est-ce que vous investissez aux États-Unis? Bien, vous ne savez pas, donc vous faites rien. Bah voilà, c'est la même chose. Donc c'est un petit peu ça la logique derrière. Forcément, j'ai simplifié et je n'ai pas pris tout en compte, mais c'est vraiment la crainte des investisseurs qui domine lorsqu'il y a une guerre commerciale. Ce qui est c'est pour cette raison que c'est synonyme de baisse, de ralentissement de la croissance, et donc, s'il y a ralentissement de la croissance, baisse de la demande des matières premières. Et donc les devises Como sont en baisse.
Voilà un petit peu hein, pour ce point de marché. Je n'ai rien d'autre à rajouter. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, je vais vous quitter avec ces propos. Si baisse du Bund, hausse du DAX. Alors, si baisse du Bund, hausse du DAX. Donc si baisse du Bund, ce qui veut dire marché obligataire vendu, hausse du DAX. Pas tout le temps le cas, mais oui, généralement c'est le cas Hubert. Parce que si on a une baisse du Bund, ça veut dire vendre du marché obligataire, donc de l'appétit pour le risque, normalement. Surtout que le Bund, c'est vraiment pour le coup une obligation refuge, pas forcément l'italienne, pas forcément espagnole, euh, comparé à ceux de la zone euro. Mais le Bund, c'est l'obligation de la zone euro la plus refuge. Donc dès que le Bund y baisse, c'est-à-dire qu'il y a clairement l'appétit pour le risque. Alors que si le coupon de l'obligation italienne baisse, en ce moment, c'est pas parce qu'il y a de l'aversion, c'est pas parce qu'il y a de l'aversion pour le risque, c'est parce que il y a surtout des inquiétudes sur l'Italie. Voilà, donc si le Bund y baisse, on a de l'aversion, si le Bund baisse, pardon, on a de l'appétit pour le risque. Et donc, généralement, on a une hausse du DAX. Mais c'est pas non plus mécanique, c'est pas une corrélation totalement négative. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention, pour votre présence, comme d'habitude, pour votre fidélité. Rendez-vous, alors pour ma part, demain matin pour mon prochain point de marché. Sinon, vous retrouverez Yoav Nizar cet après-midi pour son point de marché éducatif. Point de marché éducatif. Et voilà. Et en attendant, écoutez, je vais me renseigner sur la stratégie des tortues. Et, euh, et je préparerai, si je peux, un webinaire éducatif à ce sujet pour la semaine prochaine. Voilà, merci encore une fois pour votre attention et je vous dis à demain et très bonne journée à vous.